Bonjour Pierre Mayer, vous êtes directeur général de l'OCIRP. L'OCIRP, c'est l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance. L'OCIRP, c'est l'univers de la protection sociale collective. Et bien évidemment, vous avez une action dans tout ce qui a trait à cette protection sociale, en particulier dans quel domaine? Alors, bonjour Patrick, tout d'abord. L'OCIRP a été créé par les partenaires sociaux en 1967 pour répondre à un besoin qui était la couverture du veuvage précoce. Et c'est dans cet esprit que des rentes pour les conjoints ont été mises en place, suivies par des rentes pour les enfants, les adolescents, les jeunes orphelins. Donc notre spécialisation, c'est vraiment les rentes d'essai, l'assurance des rentes d'essai sur les marchés collectifs et plutôt sur le marché des branches professionnelles. À cette activité d'assureur de rente d'essai, nous avons élargi notre gamme en proposant, il y a maintenant une quinzaine d'années, un contrat d'assurance dépendance, à la fois en collectif et en individuel. Donc la protection des personnes vulnérables, les orphelins et tout ce qui est périphérique, si je puis employer cette expression, et les personnes âgées dépendantes. D'une certaine manière, nous sommes sur les ruptures de vie. Rupture de vie très importante que constitue le décès, rupture de vie aussi importante, représentée par la perte d'autonomie pour les personnes âgées, le handicap ou tout simplement le basculement dans la situation d'aidant. C'est aussi une problématique qui a émergé récemment, depuis une dizaine d'années, et que nous prenons en compte dans nos garanties. Donc vous fournissez en fait des solutions et vous allez en complément ou plus loin, chacun choisira la version qui lui convient, des pouvoirs publics pour améliorer le sort de tous ceux qui sont vulnérables ou en rupture de vie, comme vous le disiez. Mais vous ne faites pas que cela non plus. Vous avez aussi une influence sur ce que j'appellerais la boîte à idées, c'est-à-dire qu'une chose est effectivement de répondre immédiatement, une autre est de proposer la prise de pouls, la température, si j'ose dire, de notre pays et de nos citoyens. Et en particulier, il y a des rendez-vous que j'ai notés, une étude notamment avec Via Voice, vous me dites si ce que je dis est tout à fait exact, en particulier dans cette journée des aidants, qui est une journée nationale, et vous êtes allé assez loin pour démontrer finalement qu'il y avait un certain nombre de questions qu'il fallait se poser. Quel est l'âge de l'aidant, et en particulier de l'aidant salarié, puisque c'est ça en fait que vous avez mis en avant. Et ensuite, quel rôle les partenaires sociaux dont vous parliez ont à mettre en œuvre dans ce qui pourra constituer notre dialogue de demain. Alors, notre activité, c'est bien la protection sociale complémentaire, donc elle va en complément, elle s'ajoute à ce qui peut exister ou ce qui n'existe pas, d'ailleurs forcément de manière très importante sur la protection sociale de base, donc la sécurité sociale. Et c'est bien ce qui a été établi par le Code de la sécurité sociale en 1945. Ça, c'est notre activité d'assurance. Et vous avez raison, comme nous sommes un organisme commun à plusieurs institutions de prévoyance, plusieurs grandes institutions de prévoyance, nous pouvons jouer un rôle d'éclaireur du débat public sur des grandes problématiques liées à la protection sociale. Alors, vous avez fait référence à la grande étude que nous avons sortie le 6 octobre dernier, Journée nationale des aidants, sur les aidants salariés, parce qu'évidemment, on va s'intéresser davantage à la question des aidants salariés qu'à des aidants qui sont aujourd'hui retraités, qui ne bénéficient pas, qui ne disposent pas des garanties au CIRP ou des garanties qui sont procurées, diffusées par nos membres, les institutions de prévoyance. Mais on a également une activité qui s'exerce à travers
le campus des branches professionnelles, par exemple, qui est aussi, d'une certaine manière, une manifestation que l'on organise pour le compte, avec et pour le compte nos principaux membres. Et c'est voilà, éclaireur du débat public, le fait de travailler en profondeur sur des sujets de protection sociale complémentaires et d'avoir cet élément rassembleur et cet élément d'identité des institutions de prévoyance, de la protection sociale complémentaire et paritaire. Dans ce que vous dites, j'en déduis que le paritarisme, c'est l'ADN en fait de votre activité et votre façon de faire avancer le débat. Alors, le paritarisme, c'est notre histoire, c'est notre présence, c'est notre avenir, c'est bien ce qui nous différencie par rapport aux mutuelles, puisque nous sommes des organismes non lucratifs, comme les mutuelles, intervenant sur des opérations de protection sociale, d'assurance collective, mais nous sommes, c'est bien la différence par rapport aux mutuelles, nous avons des conseils d'administration qui sont paritaires, c'est-à-dire qu'ils sont constitués de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations syndicales d'employeurs, donc parce qu'il y a un paritarisme de négociation qui précède le paritarisme de gestion. Et dans ce paritarisme de gestion, nous jouons un petit rôle, mais nous essayons aussi d'éclairer le rôle global joué par les institutions de prévoyance dans le cadre du paritarisme à la fois de négociation et de gestion. Donc c'est un paritarisme qui n'est pas un homme, une femme, mais plutôt un patron, un employé, un salarié? C'est au fond une des grandes originalités du modèle social français, qui est souvent oublié, qui est souvent très peu connu, c'est vrai, il faut le reconnaître. Qui est qu'il y a ce dispositif de sécurité sociale qui, peu ou prou, est piloté aujourd'hui par l'État, même s'il y a des conseils d'administration où sont représentés les partenaires sociaux. En revanche, sur tout ce qui est retraite complémentaire, sur tout ce qui est assurance santé complémentaire rendue obligatoire depuis le 1er janvier 2016 pour les salariés du secteur privé, pour les employeurs du secteur privé, pour la prévoyance, pour la dépendance, voire pour la retraite supplémentaire, il y a tout un champ de protection sociale à destination des partenaires sociaux et qui relève de la responsabilité des partenaires sociaux. Pierre Maillard, au début, lorsqu'on parlait de l'OSIRP, on a dit c'est l'organisme commun des institutions donc de rente absolument et de prévoyance. Ça veut dire qu'il y a bien sûr des institutions de prévoyance, les IP, comme on les appelle en abrégé. Alors comment ça s'articule, votre activité et puis la leur, parce qu'elles existent, elles aussi. Nous, notre activité d'assurance, elle est commercialisée, elle est distribuée par nos membres, que sont les institutions de prévoyance. Donc, sur un contrat de prévoyance, il y a une petite partie en termes de montant de cotisation qui va correspondre au risque rente décès. Ça, cette partie-là, nous allons l'assurer, mais les cotisations vont bien être prélevées par l'institution de prévoyance. Alors, on peut donner des exemples. Malakoff Humanis, AG2R La Mondiale, Clésia, Apicil, Agrica. Voilà, ce sont ces institutions de prévoyance membres de l'OSIRP qui, donc, gère l'ensemble du contrat de prévoyance pour le compte de l'entreprise, pour le compte de la branche professionnelle, et donc, en revanche, nous reverse les cotisations qui sont fléchées sur les rentes décès pour que nous puissions assurer ces rentes décès et donc porter des provisionnements, porter des engagements qui correspondent à notre métier d'assureur. À ce métier d'assureur, nous ajoutons, bien entendu, et c'est une des grandes caractéristiques de l'OSIRP aussi, un engagement social. Cet engagement social, il s'exerce à travers une action sociale spécifique, il s'exerce à travers Dialogue et Solidarité, qui est une association qui a été créée pour faire face à la question des conjoints survivants, pour prendre en compte la situation des conjoints survivants, et puis par ailleurs également un dispositif
nouveau que nous avons mis en place dans les dernières années, qui s'appelle Vivre après, qui permet de prendre en compte, de prendre en charge la situation globale de la personne qui vient de perdre son conjoint. Ça, c'est un engagement très fort et qui nous met vraiment dans une valeur ajoutée sociale supplémentaire par rapport à ce que peuvent apporter, je dirais, basiquement, les acteurs du marché. Je voudrais qu'on revienne à, lorsqu'on lit, on regarde sur le site OCIRP, on a protéger, agir, soutenir. Donc c'est tout un programme. Qu'est-ce que ça veut dire protéger? Qu'est-ce que ça veut dire agir? Qu'est-ce que ça veut dire soutenir? Vous nous en avez parlé en quelques mots, mais je voudrais qu'on développe un petit peu de quelle manière vous agissez dans protéger, agir, soutenir, c'est tout un programme. Oui, d'une certaine manière, voilà, ce sont trois mots-clés qui permettent de mieux résumer encore tout ce que je viens de dire. Protéger, c'est notre activité d'assurance. Agir, c'est toute l'activité que nous pouvons avoir comme éclaireur du débat public, comme apporteur d'idées, influence, pour un endroit de rencontre. Hein. Moi, j'utilise le terme de carrefour pour la protection sociale complémentaire. Et puis soutenir, c'est tout notre engagement social que j'ai pu décrire. Lorsque on parle d'organismes communs, se pose la question de votre articulation avec les autres institutions de prévoyance. Vous fonctionnez de la même manière, c'est-à-dire c'est paritaire. Mais à partir de cela, j'ai bien compris que votre domaine de compétence, c'était le collectif. Et effectivement, l'apporteur d'idées, en fait, votre aspect de visionnaire pour les années à venir. Mais ça se passe bien, je veux dire que vous êtes un peu comme dans le monde de l'autre monde, j'allais dire, lucratif, vous parliez du non lucratif. Comment ça se passe? Est-ce que chacun a son petit champ d'action? Est-ce que, voilà, on a envie d'en savoir plus? Moi j'ai le sentiment, d'abord il faut avoir une démarche avant tout d'humilité. Ouais. On n'est pas l'unique éclaireur et on n'est pas l'unique visionnaire, loin de là. Je pense que chacun peut porter une part de vision, une part de stratégie, une part d'éclairage du débat public sur la protection sociale. Maintenant, c'est vrai que notre situation particulière fait que nous avons cette image aussi de neutralité, entre guillemets, qui peut être intéressante. Et puis nous avons cette image de carrefour, de rencontre possible entre les deux mondes non lucratifs, à savoir les mutuelles et les institutions de prévoyance. C'est là où je pense qu'on peut avoir un avantage sur l'aspect réflexion. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets sur lesquels on a commencé, nous, à regarder, on a commencé à en parler, et puis après, nos membres se sont, et c'est très bien, ont investi le sujet, ont proposé parfois même leurs propres solutions, et c'est une très bonne chose, parce qu'au fond, nous avons joué à notre niveau, à notre modeste niveau, on a joué peut-être un petit rôle pour qu'il y ait un effet de déclenchement de ces actions et de ces initiatives. Revenons à la Silver Economy. Vous soutenez bien évidemment ces actions qui vont dans le mieux-être des personnes fragiles, quelles qu'elles soient, en raison de situation familiale, en raison de l'âge, tout cela. Qu'est-ce que vous attendez de la Silver Economy et qu'est-ce que vous pouvez lui apporter? Alors, sur la Silver Economy, de manière générale, toute personne, toute institution, tout organisme qui réfléchit à la protection sociale, il est forcément confronté à la question de l'avancée en âge, à la question du vieillissement de la population, à la question du fait que nous allons avoir une partie importante de la population qui est née après 1945, qui va arriver dans les toutes prochaines années maintenant, au grand âge. Les gens qui sont nés en 1945, par définition, ils vont avoir 85 ans en 2030. Donc 2030, c'est dans 8 ans. Et il va y avoir un effet masse, parce qu'il n'y aura pas forcément plus de personnes âgées dépendantes de manière relative, il y en aura peut-être plutôt moins, mais en revanche, comme elles sont beaucoup plus nombreuses, parce qu'elles sont nées, parce que ce sont des cohortes qui sont nées en 1945 de manière importante, et puis pendant 30 ans, la question se pose dans des termes évidemment différents. Donc la question, c'est comment on fait par rapport à ce vieillissement, qui en soi est une superbe bonne nouvelle,
qui en soi, enfin, par rapport à ce qu'ont pu connaître la génération de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, on n'a pas besoin de remonter très très loin. C'est mieux aujourd'hui qu'hier, hein, quand même. Oui. Pour se rendre compte qu'effectivement, l'espérance de vie en bonne santé, elle a considérablement progressé. Et il faut donc que notre société, que nos villes, que nos campagnes puissent s'adapter, nos territoires puissent s'adapter à cette situation. Ça, je dirais que c'est un des éléments du sujet. Et puis ça adresse, comme on dit aujourd'hui, ça adresse toutes les politiques publiques, politiques culturelles. Je pense que voilà, on n'a pas forcément les mêmes aspirations et les mêmes besoins culturels quand on a 80, 85 ans. On a le droit d'avoir une vie culturelle à 85 ans, bien sûr. Mais on n'a pas forcément les mêmes besoins et les mêmes aspirations que si on en a 25 ou 30, et c'est normal et c'est logique. Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment toute cette transformation. Dès qu'on s'intéresse à la protection sociale, à l'avenir de la protection sociale, forcément on se la pose. Donc tout organisme, toute institution, tout rassemblement comme Silver Economy se pose la question de cette transformation démographique, nous ne pouvons évidemment que la soutenir. Parce que moi j'ai cette conviction qu'on a, c'est un truisme de dire ça, mais on a une triple révolution. On a la révolution numérique, on a la révolution évidemment écologique, par rapport au réchauffement climatique et par rapport à tout ce qui nous attend. Et puis on a la révolution démographique. Et on doit s'efforcer de concilier ces trois révolutions de la manière la plus efficace. Alors après, qu'est-ce qu'on peut imaginer? C'est aussi des sources d'innovation, c'est aussi des enseignements extrêmement intéressants pour justement limiter le plus possible les coûts. Oui. C'est-à-dire, si on développe des actions de prévention qui marchent, qui fonctionnent, on sait très bien que si vous investissez 1 euro dans la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées, le retour sur investissement de cet euro sur les dépenses de santé futures, sur les dépenses de perte d'autonomie, il est très conséquent. Voilà. Alors, on ne peut peut-être pas le chiffrer comme ça, mais il y a un rapport de la Cour des comptes qui vient encore de le dire. C'est tous les dispositifs techniques qu'on peut imaginer. Alors, parfois ça peut faire sourire parce qu'il en existe des milliers, des cents, parce que chacun peut avoir son idée, etc. Mais en soi, c'est très intéressant de se dire, mais au fond, comment on fait par rapport à des personnes âgées qui vont être de plus en plus à domicile, qui vont vieillir de plus en plus à domicile, comment on fait, elles le veulent. Et qui vont vieillir de plus en plus seules, ce qui est un phénomène, là aussi, l'isolement des personnes âgées, c'est peut-être une des questions majeures. Je ne sais pas si ce sera une des questions majeures de l'élection présidentielle à venir, mais très sincèrement, ça le mériterait. C'est de se dire, mais au fond, quels sont les dispositifs techniques, en dehors du côté gadget, qui fonctionnent, qui marchent en usage, parce qu'une idée peut être excellente, décrite de manière théorique, pratiquement, si elle n'est pas utilisée et si elle n'est pas appropriée par les utilisateurs, ça ne marche pas. Voilà. Donc je pense que dans tout ce bouillonnement créatif qu'il y a autour de Silver Economy, c'est des éléments extrêmement positifs et c'est des éléments extrêmement intéressants à regarder, à apprécier, à évaluer par des organismes assureurs comme l'OCIRP. Autre question sur la Covid. Bien évidemment, on ne va pas parler de la Covid, ce n'est pas le sujet, mais le sujet, c'est plutôt les risques psychosociaux que ça crée. On commence à voir que finalement, au-delà de l'épidémie, au-delà du confinement, au-delà des aspects économiques, il y a aussi véritablement des transformations qui ont lieu. Comment voyez-vous le rôle d'un organisme comme l'OCIRP pour accompagner ces risques qui, on ne les connaît pas forcément tous aujourd'hui, mais on a quand même un petit peu de recul et en tout cas un petit peu d'idées. Sur la Covid, on voit bien que ça met en lumière l'extraordinaire chantier de la santé mentale. La façon dont l'organisation des soins, l'organisation de la prise en charge de la santé mentale dans ce pays, ça mérite, là aussi, dans les chantiers présidentiels, je pense que ça mérite clairement d'être inscrit et écrit. Premier élément de réponse. Et on voit que la Covid a pu représenter un choc terrible pour la santé mentale, la santé psychique. Ouais.
pense notamment la question des jeunes. Parce que là, on a l'impression qu'on fait toujours des choses pour les personnes âgées, mais il faut se dire que tout ce qu'on fait pour les personnes âgées, on le fait finalement pour les jeunes. Bon. Donc la question de la santé mentale, je pense qu'il y a il y a une question sanitaire qui va être quand même la question de toutes les opérations déprogrammées par l'embolie des hôpitaux, parce qu'ils sont obligés d'accueillir évidemment les personnes malades de la Covid. Donc il y a la question des soins déprogrammés, des opérations déprogrammées. Ça va commencer à charger clairement la barque. Et puis, je crois que de manière encore plus générale, il y a la question de l'accès aux soins et la question de l'organisation des soins dans ce pays. On voit que même si on met beaucoup d'argent dans l'hôpital, et on n'a pas arrêté de mettre de l'argent dans l'hôpital, d'ailleurs depuis 20 ans on met plus d'argent dans l'hôpital, il n'y a pas eu de rationnement, on ne peut pas dire qu'il y a eu de rationnement. Un rationnement, ça voudrait dire une baisse de l'argent qui est mis dans l'hôpital, ce n'est pas le cas, mais on voit bien que est-ce que c'est suffisant, ou est-ce que l'organisation des soins, la manière dont on accède aux soins aujourd'hui en France, malgré le développement des maisons de santé, justement, la transformation de la médecine générale, qui est là aussi un phénomène démographique, parce qu'on a une génération de médecins qui part à la retraite, et les médecins qui arrivent aujourd'hui ne travaillent pas du tout de la même manière, et c'est pas une question de dire ils travaillent moins ou ils travaillent moins bien, c'est pas le sujet, ils travaillent de manière différente, et donc, il faut savoir s'adapter. Donc, je pense, voilà, ces trois questions, santé mentale, la question des soins déprogrammés, des opérations déprogrammées, puis de manière plus générale, l'accès aux soins et l'organisation des soins dans ce pays. C'est think different. Enfin bon, c'est pas pour reprendre le slogan d'un fabricant informatique, mais effectivement, la Covid nous permet de voir différemment et avec certainement plus de hauteur et de conséquences et de liens intergénérationnels, tout ce que cela pose. Alors, dernière question, si j'avais à résumer l'OSIRP au-delà de sa définition, organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, si je vous dis l'OSIRP tel que vous me le définissez, c'est un agrégateur d'idées et c'est un agrégateur de services et un outil visionnaire. Est-ce que j'ai tout bon ou j'ai tout faux? Moi, je dirais qu'avant tout, c'est un assureur social. Oui. C'est un assureur à vocation sociale. C'est un assureur à vocation sociale qui a également, dans ses missions, d'une certaine manière, un rôle un peu à la fois de vigie et puis d'éclaireur sur ces questions fondamentales de protection sociale, parce que je pense que nos membres, légitimement, elles peuvent être, comme tout le monde, on peut être le nez dans le guidon par rapport au fait d'avoir des contrats santé, des contrats prévoyance, qu'il faut commercialiser auprès des entreprises, auprès des branches professionnelles, et c'est logique et c'est normal et c'est très très bien, mais qu'il faut aussi savoir réfléchir sur la manière dont tout ça répond aux besoins en l'occurrence des branches professionnelles, c'est-à-dire des partenaires sociaux, et puis de voir quelle est l'évolution par rapport aux interventions de l'État, par rapport au débat qu'il peut y avoir ça et là, par rapport à la création de la 5e branche. C'est quoi la place, par exemple, de l'assurance dans la 5e branche? Je pense que c'est une bonne interrogation, et nous avons porté ce sujet à l'OSIRP depuis plusieurs années, avec une réponse très claire qui est les assureurs ont toute leur place sur l'aspect prévention, sur l'aspect accompagnement, et sur l'aspect service. Et les services ne sont rien sans l'accompagnement. Voilà. Donc finalement, l'OSIRP, c'est la réflexion, c'est l'originalité et c'est aussi l'avenir, en tout cas, conçu justement d'une façon commune et non pas dans son petit précaré de son côté comme ça. Et une boîte à outils à disposition des partenaires sociaux. Eh bien, le message est passé, Pierre Mayer, merci. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'OSIRP, l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance. Merci pour cet entretien. Merci à vous.